Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le vendredi 27 mars et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale qui tourne autour de la situation actuelle due au Covid-19. Comme vous le savez tous, le mardi et mercredi, les élèves de primaire ont suivi les cours depuis leur domicile et les élèves du secondaire ont fait de même le mercredi et jeudi. Ce dispositif a été mis en place par l'établissement dans le but de préparer élèves et professeurs à n'importe quelle éventualité. Les professeurs ont suivi un accompagnement accéléré sur les outils d'enseignement à distance prévus par l'établissement et ont ensuite donné des cours depuis le lycée. Les élèves sont restés chez eux pour s'essayer à l'utilisation du cours à distance. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale car pour revenir avec nous sur les événements de cette semaine, nous accueillons le proviseur de l'International French School, Monsieur Soulard. Bonjour monsieur. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui va se composer de 3 parties. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les cours à distance. Ensuite, nous allons parler des questions qu'ont les élèves vis-à-vis de la situation du lycée et de Singapour en général. Et finalement, nous allons revenir sur un thème assez important pour beaucoup, et notamment Rémi, Blaise et moi, ici présents, et ce sont les examens. Mais tout de suite, commençons par parler du cours à distance. Tout d'abord, merci d'être ici, monsieur. C'est un plaisir. Et j'ai une première question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez mis ce dispositif en place et surtout comment vous avez fait. Alors, le pourquoi, c'est très simple. C'est que l'établissement se doit de se préparer à toute éventualité, et en particulier dans ce qu'on appelle la continuité des apprentissages. L'enseignement à distance fait partie des dispositifs que nous devons mettre en place en cas de crise et en cas d'impossibilité d'assurer un enseignement en direct. Donc, nous tenons tous à être prêts. Il y a eu aussi une forte incitation des autorités singapouriennes pour que toutes les écoles se préparent à cette éventualité. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes prêts. Et puis, ce que je dirais, c'est que c'est une éventualité en cas de la crise présente du coronavirus, mais c'est une éventualité qui peut aussi se présenter dans toute autre circonstance. Et je pense en particulier, Singapour est atteint par le phénomène du haze de temps en temps. Voilà, on aura peut-être d'autres occasions, effectivement, de pratiquer cet enseignement à distance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis cela en place. Après, je pense aussi que c'est bien qu'on l'ait fait parce que j'ai eu beaucoup de retours sur des camarades en France, par exemple. Et là-bas, il y a eu beaucoup de problèmes avec le NT, avec les dispositifs mis en place au dernier moment. Et du coup, c'est pas mal qu'on l'ait fait avant. Alors, vous avez entièrement raison. Et c'est la raison pour laquelle on a pris 2 jours. 2 jours, ce n'est pas rien pour tester et d'abord savoir si le dispositif fonctionne, et puis ensuite repérer quelles sont les difficultés, repérer quels sont les problèmes éventuels pour y remédier, et ensuite aussi trouver des pistes d'amélioration sur ce dispositif qui a été mis en place. C'est un travail de longue haleine qui a été préparé avec les enseignants, qui a été préparé avec les supports techniques aussi, pour que ça se passe dans les meilleures conditions et qu'il y ait une forme d'harmonisation de cet enseignement à distance pour que tout le monde s'y retrouve. Nous sommes une communauté qui fait 3000 élèves et c'est important que le dispositif soit harmonisé tant au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui a été fait au niveau du primaire et secondaire en termes de dispositifs ? Alors, les dispositifs ont à la fois des caractéristiques et des philosophies un petit peu différentes en ce qui concerne le primaire et le secondaire. Si je regarde au primaire, on est plus dans la consolidation des apprentissages, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'apprentissage nouveau, mais on utilise les apprentissages qui ont déjà été pratiqués et acquis pour pouvoir les consolider et pour pouvoir les pratiquer. Sur le plan de la technique également, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a déjà une évidence, c'est qu'un élève du primaire, il a un professeur de français, un professeur d'anglais, et après il a quelques intervenants, alors qu'un élève du secondaire, il a lui beaucoup de professeurs. Donc
les techniques et la philosophie ne peuvent pas être la même. Un élève du primaire, eh bien, il aura dans sa journée un rendez-vous avec son professeur. Il a un semainier qui lui est donné en début de semaine, en début donc de l'activité, qui va lui donner l'ensemble du travail à réaliser, que ce soit en français, en anglais, en EPS, enfin bon, etc. Et il va donc, au cours de la semaine, faire les activités qui lui ont été proposées. Avec un rendez-vous tous les matins, c'est-à-dire que le matin, son professeur a enregistré une capsule vidéo pour s'adresser à toute la classe, préciser quel est le travail, les encourager à passer une journée qui va être une journée de travail. Et avec un temps qui ne correspond pas au temps de la classe, mais qui va être plus court, parce que quand on travaille à la maison, c'est plus difficile effectivement de se concentrer, c'est plus difficile d'aller jusqu'au bout de son travail. Et donc, la réalisation du travail est prévue pour aller environ 2 heures par jour. Au niveau du secondaire, il y a un respect de l'emploi du temps. C'est-à-dire que le travail, il est déposé sur Pronote par les professeurs. Et il y a des visioconférences qui vont ponctuer la semaine, alors là, les 2 jours, puisqu'il s'agit de 2 jours, mais pas toute la journée, parce qu'on ne va pas passer tout le temps devant un écran. Donc, il va y avoir des rendez-vous qui vont être de l'ordre de 2-3 sessions par jour et qui vont être inscrites dans l'emploi du temps de l'élève. Donc, l'emploi du temps de l'élève va lui permettre à la fois de trouver le travail qu'il a à accomplir et en même temps de repérer les moments de visio qui vont être des moments de classe. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et au niveau du secondaire, on ne s'interdit pas dans ces conditions d'aborder des notions nouvelles et de progresser dans le programme. Justement, pour revenir à cette expérience du secondaire, Rémi, Blaise et moi-même, on a tous suivi ces cours. Et donc Rémi et Blaise vont nous faire un petit témoignage sur leurs 2 jours, justement. Oui, bonjour. Lors de la journée d'enseignement à distance, donc, on reçoit un email du professeur avec lequel on a cours, avec un lien qui nous redirige vers une plateforme numérique. Sur cette plateforme, on y retrouve le professeur qui est derrière sa caméra, ainsi que nos camarades, comme nous, derrière notre webcam. Le déroulement est simple, le professeur nous parle, on fait des exercices et le cours à distance. On peut ainsi interagir avec le prof, mais uniquement quand lui, il le veut. En effet, l'enseignant a la possibilité de couper le micro de ses élèves. Cela permet d'éviter le bavardage pendant que le professeur parle. Bonjour. De mon côté, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu suivre les cours et compléter les devoirs à temps. Tout de même, quelques problèmes de connexion avec Zoom qui nécessitent beaucoup de Wi-Fi. Aussi, je trouve qu'on peut facilement manquer de discipline. Pour cela, il est très important de garder ses habitudes de travail. Par exemple, levez-vous à la même heure que les jours d'école et prévoyez en avance un emploi du temps pour la journée. Moi, j'ai eu quelques retours de camarades à moi. Donc, ils se disaient premièrement que je pense qu'ils n'étaient pas assez organisés. Et du coup, ils trouvaient que ça faisait beaucoup de travail. Mais après, moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était relativement bien en termes de répartition des exercices et des cours. Quand on avait besoin de cours ou de conseils, il y avait le professeur qui répondait à nos questions et sinon on pouvait travailler en autonomie. Donc personnellement, j'ai plutôt apprécié l'expérience. Et après, j'aimerais vous demander, parce que nous on a des exemples spécifiques, mais est-ce que vous avez eu des retours un peu plus généraux sur la situation ? Bon alors, d'abord, je suis ravi de vous entendre et d'avoir les échos qui sont les vôtres en tant qu'élève. Alors moi, je peux vous donner un certain nombre d'échos que j'ai eus, à la fois de la part de familles et à la fois aussi de la part de professeurs. La première chose que je voudrais dire, c'est que les retours sont positifs. Il semble que l'expérience soit une expérience réussie, avec, bien entendu, des points à améliorer. Les problèmes techniques, à ma connaissance, il y en a eu assez peu, ce qui a permis à l'expérience de se dérouler dans de bonnes conditions. Ensuite, on va retomber sur des problèmes qui sont des problèmes d'ordre pédagogique.
Alors, le premier qui va peut-être vous surprendre et qui va amener à la mise en place que je vais vous préciser tout à l'heure, c'est celui du comportement des élèves lorsqu'ils sont en visioconférence. Je crois qu'il y a eu un certain nombre d'élèves qui n'ont pas eu conscience que ces 2 journées, ce n'étaient pas 2 journées de vacances, mais que c'était 2 journées de travail. Or, quand on est au travail, eh bien, comme on l'est aujourd'hui, on a des habits de travail, ça commence comme ça. On est à l'heure. On n'est pas en train de boire son café au moment où on fait des exercices, c'est-à-dire que il faut effectivement, même si on est à la maison, avoir conscience qu'on va être dans la classe. Si je prends un employé d'une grande société, le jour où il a une visioconférence avec ses collègues, il est au travail, autour d'une table. Là, il faut effectivement que les élèves ils aient la même conscience et qu'ils puissent se dire « je vais démarrer ma journée à 7h50, comme à l'habitude », et j'ai devant moi une journée de travail. Alors ce n'est pas facile quand on est à la maison, parce qu'il y a beaucoup de distractions, ça je l'entends, mais il est difficile aussi quand on est à la maison de se dire finalement je vais au travail. Et ça a été effectivement l'une des premières réflexions de la part des enseignants, c'est qu'il y a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas eu la sensation que c'était une journée de travail, mais qu'on allait discutailler autour d'une visioconférence. Non. Hein, c'est effectivement un moment qui est un moment sérieux, comme à l'habitude, dans lequel on fait des mises au point, dans lequel on retravaille sur les exercices qui ont été proposés et qui demande de la part des élèves, j'allais dire, une plus grande autonomie. Alors, ça veut donc dire qu'on va repréciser aux élèves, ça va être une des conclusions en tout cas de cette expérience, on va préciser au travers d'une charte qui sera proposée aux élèves. On va reproposer donc une charte qui donnera tous les éléments auxquels il faut penser et auxquels on doit se conformer pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Ce sera l'une des choses que l'on fera. Après, je vais parler d'un point de vue plus pédagogique. D'un point de vue plus pédagogique, là, les élèves autonomes ont un gros avantage sur les élèves qui le sont moins. Et ce qui nous est apparu, même après 2 jours de travail, c'est qu'il nous faudra accorder une attention toute particulière, si jamais l'expérience, malheureusement, devenait durable, aux élèves qui ont plus de difficultés et qui sont moins autonomes. Ils auront besoin d'une attention particulière. Je pense que ça, c'est l'une des grandes conclusions de ces 2 journées. Même après 2 jours, on s'est rendu compte que le décrochage pour des élèves avec quelques difficultés, il est peut-être plus proche que lorsque l'élève se trouve dans la classe sous les yeux de son professeur. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'avant tout, l'enseignement à distance, même sur 2 jours, a montré ses limites, que rien ne vaut l'enseignement en direct, avec une véritable interaction et une véritable vie de classe, mais je crois que ça, vous êtes d'accord avec moi. Et l'expérience, on va dire, c'est un peu fun, mais elle montre aussi tout de suite et très rapidement ses limites, et qu'effectivement, l'expérience de l'enseignement à distance, c'est bien sur 2 jours, c'est une vraie expérience, mais que rien ne vaut l'enseignement en direct. Pour revenir rapidement sur le comportement des élèves, alors moi personnellement, j'ai pas vu la tenue de travail était correcte, il n'y avait pas de personnes qui mangeaient. Par contre, il y avait des petits retards de quelques minutes, mais le seul truc que j'ai remarqué, que je trouvais assez marrant, c'était les élèves qui s'amusaient à changer leurs arrière-plans. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, et c'était, je pense, un truc qui faisait rigoler certains professeurs et qui en embêtait d'autres. Donc ça, je crois que c'est une fonction qu'on peut régler sur Zoom, mais je trouvais ça assez marrant. Sinon, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès ? Moi, je pense qu'on peut dire que c'est un succès. En tout cas, les échos que j'ai de partout, professeurs, familles et aujourd'hui élèves, montrent que c'est un succès, que bien sûr, on a quelques améliorations et j'en parlais à l'instant,
mais que le lycée est prêt à passer à un enseignement à distance, au moins pour quelques jours. Et en tout cas, on a montré qu'il y avait une véritable adhésion, un gros engagement de la part des enseignants, de toutes les équipes, et aussi de la part des élèves. C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu, et c'est, je crois, que ce qui a fait le succès de ces 2 journées. Oui, c'est un succès. C'est un succès. Très bien. À présent, nous allons parler de ce que les élèves se demandent, de ce qu'on entend nous un peu tous les jours quand on traverse les couloirs, ce que les élèves se demandent sur la situation de l'école et de Singapour. Oui, on voulait savoir, on se demandait si il y avait un cas positif de Covid-19 qui se déclarait au sein de l'IFS, quelle était la procédure qui serait mise en place? Alors, ça, évidemment, c'est une question que tout le monde se pose. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que s'il y a un cas positif qui est déclaré au sein de l'IFS, les premiers à le savoir, ce seront les autorités singapouriennes. Autrement dit, le MOH, the Ministry of Health, et c'est lui qui prendra les choses en main. Alors, c'est une situation qui s'est déjà vue dans d'autres écoles. Au début de la crise, il y a eu 2 écoles qui ont été concernées, puis récemment, il y en a eu encore 2 autres. Et ce que je peux dire, c'est, dans le détail, je ne peux pas rentrer bien sûr dans le détail, puisque à ce moment-là, c'est un correspondant du Ministry of Health qui prendra les choses en main et qui mènera effectivement les opérations à suivre. Mais je peux vous en donner les grandes lignes. La désinfection des locaux, la mise en quarantaine de ceux qui ont été proches du cas en question. Voilà, c'est les 2 grandes mesures qui seront prises. Mais dans ces conditions, il est évident que nous ferons confiance aux autorités sanitaires qui, elles, mèneront les opérations que nous devons mener, et sur lesquelles je vous ai déjà entretenu. Entre élèves, mais surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais on ne sait pas lesquelles sont vraies. Comment avoir une source sûre d'informations? Alors ça, c'est une très bonne question. La rumeur est destructrice. Et la rumeur passe par le réseau social. Comment vérifier qu'une vérité, ou soi-disant vérité annoncée sur un réseau social, n'est pas une fake news? Ça, c'est bien compliqué. Je vais vous donner mon point de vue. Je ne fais jamais confiance à quelque chose qui a été annoncé sur un réseau social. Donc, d'abord, j'ai des sources d'information qui sont des sources d'information certaines. Et là, je vais commencer par une recommandation que je fais à tout le monde, que j'ai fait à tous les personnels et que je fais à tous les élèves et aussi à toutes les familles. C'est abonnez-vous à gov.sg. Gov.sg vous donne la situation à Singapour 2-3 fois par jour. C'est une source d'information gouvernementale qui est sûre, qui donne la vérité sur Singapour et qui ne donne pas de fausses perceptions. C'est factuel, ce sont des conseils et ce sont des directives. Donc vraiment, j'insiste, abonnez-vous à gov.sg, vous aurez une source d'information sûre. Ensuite, il y a un certain nombre de médias dans lesquels on peut avoir confiance, bien entendu, les grands journaux, je dirais. Et puis, il y a toute l'information qui vient du Ministry of Health, des autorités du Ministry of Education, des autorités singapouriennes, les informations que vous allez trouver sur le site de l'ambassade de France, les informations que vous allez trouver sur le site de l'IFS, avec en particulier le Q&A qui se trouve sur notre site. Et puis, nous avons une communication régulière avec les familles par l'intermédiaire de messages très réguliers, 3-4 fois par semaine, qui donnent la réalité. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de la rumeur. La rumeur peut être très destructrice pour la communauté. Et la rumeur peut faire peur. Or, dans le cas d'une crise, la peur est elle aussi contagieuse et elle va beaucoup plus vite que le coronavirus.
Donc je pense qu'il faut se protéger de la peur en vérifiant ses sources d'informations, en regardant ce qui est factuel, de sources sûres. Et là, je vous ai donné quelques sources sûres que vous pouvez consulter. Sinon, Merci. Vas-y. Ah, je l'ai dit. Ok. Donc j'ai juste une dernière question qui vont concerner les dernières mesures prises par Singapour. Donc les dernières mesures, ça va être des mesures de distanciation. On va devoir être à 1 mètre les uns des autres. Sinon, sous peine d'amende, en ville, par exemple, on ne peut pas s'asseoir à moins d'1 mètre de quelqu'un sans s'exposer à la verbalisation. Donc ça, c'est plein de mesures pour éviter que le coronavirus se transmette. Et donc au lycée, il y a eu de telles mesures. Donc, par exemple, la cafétéria, il y a 1 chaise sur 2 qui a été barrée pour empêcher les élèves de s'asseoir trop près les uns des autres. Et donc moi, je me demandais, est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce que j'ai l'impression que, par exemple, quand on monte les escaliers pour se rendre à une salle de classe, on est tous les uns à côté des autres et tout le monde est en général les uns sur les autres dans un lycée. Et du coup, je me demandais si ces mesures servaient à l'heure qu'il est là à quelque chose. Alors, il y a 2 aspects. La première chose, c'est que, oui, l'école a pris un certain nombre de mesures qui sont des mesures de distanciation, que ce soit à la cantine, à l'intérieur de la classe. Et puis vous avez vu aussi, partout où il y a des queues, c'est l'entrée à la cafétéria, c'est l'entrée à la vie scolaire, c'est l'entrée à la cantine. Et donc, nous avons pris des mesures de distanciation. L'autre aspect des choses, ça ce sont les aspects techniques, c'est l'apprentissage de la distanciation. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que chacun prenne conscience que la distanciation, ça s'apprend, ça se pratique, et qu'effectivement, il faut passer très vite à ce stade-là. Et qu'à partir du moment où on est dans un flux d'élèves, c'est aussi à chacun de respecter. Alors, on a pris des mesures en ce sens-là, mais ça n'ira pas sans cet apprentissage de la distanciation. On est dans une école, on est là pour apprendre, et ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne au plus vite et qu'on change des habitudes, effectivement, qui sont des habitudes de regroupement trop forts, y compris dans les déplacements d'élèves. Donc, toutes les mesures qui ont été prises ont un double effet. 1, la distanciation effective. 2, l'apprentissage qui va avec et les réflexes que l'on doit avoir en tant que groupe. Alors ensuite, ces mesures sont des mesures de limitation de la propagation. C'est bien entendu comme ça. Et elles sont efficaces dans le sens de la limitation de la propagation. Oui. Donc ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, on a peut-être des croix faites au scotch et tout, mais il faut surtout pas juste regarder les croix, se dire qu'est-ce que c'est un peu... Ça sert à rien, il faut surtout se dire c'est un moyen pour nous d'apprendre et surtout de changer. C'est une sorte d'outil pour que nous on apprenne et c'est pas juste un bout de scotch. Ouais. Alors ça ne sert pas à rien parce que ça met de la distance. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que j'entends beaucoup de monde qui... Mais il faut considérer les 2 aspects. C'est-à-dire qu'à la fois c'est une mesure technique et physique, mais en même temps c'est une mesure qui est là aussi pour se dire « Ah, je dois avoir ce réflexe de la distanciation ». Et finalement, nous allons parler d'un sujet qui est assez important, surtout en année de terminale et maintenant de première. Et donc, c'est celle des examens. Donc, j'ai juste une question à poser. Est-ce que vous savez ce qu'il va se passer en juin ? Alors, je vais répondre de manière la plus factuelle possible. La première chose que je vais dire, c'est que tout ce qui est examen, concours, mars, avril, tout a été repoussé ou les modalités en ont été changées. Il y avait par exemple une épreuve de langue rare le 25 mars, elle a été repoussée. Il y avait des concours, le concours général, il y avait les concours GEPI, Sésame, etc. Là, un certain nombre d'institutions ont décidé de changer les modalités. Et au lieu d'avoir des concours, il s'agit aujourd'hui non pas de concours, mais de dossiers. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Après,
malheureusement, vous allez être déçus parce que je ne peux rien vous dire, ni sur le DNB, ni sur les épreuves finales du baccalauréat, tout simplement parce que je n'ai pas plus d'informations que vous. Donc, pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Excusez-moi, je fais quand même une exception. C'est les E3C, la deuxième session des E3C, où on a la possibilité, ça devait se terminer fin mai, et là, on a la possibilité de repousser un petit peu. Donc, voilà les nouvelles que j'ai sur la question, mais ne vous inquiétez pas, au sens où dès que, effectivement, j'aurai une information sur le sujet, je vous la transmettrai. Mais là, pour l'instant, elle est dans les mains de l'Académie de Montpellier et du ministère de l'Éducation nationale. Je pense que l'émission touche à sa fin. Justement, on entend la sonnerie. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris du temps pour ça. Merci. Eh bien, écoutez, ça a été avec un grand plaisir que j'ai passé ces quelques instants avec vous. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on est dans une période de crise qui est une période sérieuse, avec une pandémie qui est sérieuse, qui est grave. Et dans cette période, il est important que nous soyons tous à l'écoute les uns des autres, que nous adoptions tous des comportements responsables et que nous vivions, j'allais dire, au mieux cette période en espérant qu'elle ne se prolongera pas trop longtemps. Mais ne nous faisons pas d'illusions, on le sait tous, ça ne se terminera pas à la fin de la semaine prochaine. Donc je pense que c'est important de se serrer les coudes et qu'on se dise que cette période, il faut qu'on la vive tous ensemble dans les meilleures conditions. Et du coup, j'avais des petits messages. Donc le premier, ça revient sur ce que vous disiez. Quand on dit se serrer les coudes, ça inclut aussi les professeurs, parce que je sais que j'ai remarqué beaucoup de mes professeurs qui étaient particulièrement stressés. Et du coup, ce serait peut-être pas mal que les élèves fassent des efforts dans ce sens, parce que je sais que j'ai ma professeure d'histoire, par exemple, qui en a eu marre. Et c'est un mauvais impact pour les deux, alors que si tout le monde faisait un petit effort, c'est des situations qui s'éviteraient. Ensuite, il y a des gestes à faire. Donc, depuis le début de l'épidémie, on vous le dit, lavez-vous les mains, restez un peu à l'écart des gens. Donc là, maintenant, c'est encore plus, restez à 1 mètre des gens. Essayez de ne pas sortir en ville, que ce soit des sorties en famille ou avec des amis, essayez de limiter ça au maximum. Et finalement, si vous voulez des vraies informations, allez vous abonner au compte WhatsApp gov.sg et regardez les mails du lycée et peut-être les grands journaux comme Le Monde ou New York Times, même si ce ne sera pas des nouvelles sur Singapour exactement, ce sera quand même des nouvelles sur le monde, et je pense que c'est important de se tenir informé. Donc, sur Singapour, il y a The Straits Times. Oui, The Straits Times. Et finalement, merci à tous et à la semaine prochaine si on a une émission. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Au revoir. Bon week-end.